Bonjour chers amis, nous sommes le 13 mai 2024 et bienvenue à cette édition de Bonne Semaine. Comme d'habitude, nous gardons nos habitudes. Évidemment, ça vient avec l'âge, les petites habitudes et tout ça, c'est la sécurité en même temps. Donc, on commence, comme d'habitude, par la devinette. Alors, on cherche un mot de 9 lettres commençant par la lettre Q. Et l'indice faisait voler les Québécois. Bon, voler dans le sens de vol aérien, n'est-ce pas, et non pas de recel ou de vol à l'étalage. Bon, alors là, je vous en ai assez donné. Je vous laisse réfléchir, on va y revenir plus tard. Et nous glissons doucement vers les éphémérides. Alors, nous sommes le 13 mai, comme je viens de vous le mentionner, et je vais reculer jusqu'en 1964. Là, il survient, dis-je, un événement important dans l'histoire du Québec. Il s'agit de la création du ministère de l'Éducation et, le 13 mai, de la nomination du premier ministre de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie. Je vous le dis tout de suite et je saute en conclusion, un être exceptionnel qui a apporté une contribution importante dans l'évolution de la société québécoise. Bon, replaçons maintenant les choses un peu dans l'ordre de tout ça. Quand il a été élu en 1960, souvenons-nous que c'est la Révolution tranquille, 1960, l'arrivée au pouvoir des libéraux, qui avait fait campagne sur Maître chez nous. Déjà, évidemment, comme il est une figure de proue du parti et du gouvernement, il a été nommé déjà à l'époque ministre de la Jeunesse. Et avant même la création donc du ministère de l'Éducation, en tant que ministre de la Jeunesse, il avait fait adopter 12 lois importantes pour modifier les conditions d'enseignement au Québec. Dont, entre autres, je dis bien entre autres parce qu'il y en avait 12, la loi sur la gratuité de l'enseignement, la fréquentation scolaire obligatoire, et puis des bourses d'études pour les étudiants. Alors déjà là, il y avait quelque chose d'amorcé d'important. Mais là, à partir de 1964, là, il devient officiellement ministre de ce nouveau ministère, ministre de l'Éducation, et là, évidemment, il va accélérer considérablement la réforme de l'éducation, en nommant et en créant d'abord la fameuse commission parents, qui a eu le soin de faire un rapport très détaillé, très complet, touchant tous les aspects de l'éducation, et accompagné d'une multitude de recommandations. Et notre ami Gérin-Lajoie s'est empressé d'en réaliser un bon nombre, et on verra que même après le départ de Gérin-Lajoie, le départ au pouvoir du Parti libéral, on continuera à appliquer les recommandations de ce fameux rapport. Mais déjà, dès la publication du rapport, on a déjà dans le paysage deux modifications importantes qui vont se profiler, mais un peu plus tard, 68-69. La création des cégeps, ça c'est inscrit dans les recommandations du rapport Parent. Et évidemment, la création des cégeps qui allait remplacer les fameux collèges, les collèges classiques du temps, et puis la création aussi de l'Université du Québec, avec par la suite ses différentes constituantes. Alors donc, voilà, c'est un mandat bien rempli, et puis il a été comme ça ministre jusqu'en 1966. Pourquoi jusqu'en 66? La raison est simple, c'est qu'il y a eu élection générale, et on le sait, le Parti libéral a perdu le pouvoir au profit de l'Union nationale. Donc, à ce moment-là, se termine la carrière officielle politique de notre ami Lajoie. Sauf qu'il va rester membre du parti, membre actif du parti, et député aussi, jusqu'en 1968, où il va prendre définitivement sa retraite. Retraite méritée, bien méritée, chapeau à Paul Gérin-Lajoie, un grand personnage de l'histoire du Québec. Passons maintenant à la réflexion de la semaine. On va voir quelqu'un de assez connu, Confucius. Alors voici ce que nous dit notre vieux Confucius. Il dit « L'homme de bien et droit
et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais ne pas se courber. Aucune idée dans cette phrase-là. Beaucoup de choses. D'abord, il définit ce que c'est qu'un homme de bien. C'est quelqu'un qui est droit et qui est juste, qui est honnête, qui traite tous les gens, toutes les situations de façon équilibrée, de façon nuancée, de façon juste et, je le répète, honnête. Mais son autorité ne doit pas lui l'amener à être inflexible, raide. C'est-à-dire qu'il doit garder l'esprit ouvert et accepter d'évoluer avec les situations et de s'y adapter. Et puis il termine, comme si déjà on n'avait pas tout compris, mais l'aspect suivant, c'est vraiment un ajout de ce qui précède. Et il dit, il sait se plier, mais pas se courber. Et là, il y a une grosse différence, vous le voyez très bien. Se plier, c'est-à-dire s'adapter aux circonstances, s'adapter à ce qui se produit, s'adapter aux gens et tout ça, mais ne pas se courber. Se courber, ça veut dire donc abandonner, se reculer, rejeter et se renier plus ou moins, pour faire plaisir aux gens. Pas se courber de façon asservissante, mais savoir s'adapter aux situations. Une phrase sur laquelle devraient réfléchir beaucoup de chefs d'État, ici comme ailleurs, entre parenthèses. Je la répète pour être sûr qu'elle reste dans nos têtes, ne serait-ce que pour la semaine qui vient. L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais surtout ne pas se courber. Le grand Confucius. Allons faire un tour maintenant du côté de mon album photo. 3 photos comme d'habitude. La première, ce petit personnage, cette sculpture que j'ai trouvée vraiment adorable. Elle vient d'où? Elle vient où elle est installée en tout cas, à Coblentz. On dit en français Coblence, la croix de Coblence. C'est-à-dire à la confluence entre le Rhin et la Moselle. Une très belle ville, en parenthèse. Et dans cette ville, sur les places principales, on a installé comme ça de ces sculptures. Sculptures qui sont d'un homme qui s'appelle Reich Heinrich. Et celle-ci, et là, quand je l'ai pris, cette photo, et pendant beaucoup de temps, et longtemps de temps, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un militaire. Et puis, finalement, j'ai appris que non, on rendait par ces sculptures, dont celle-ci, hommage aux différents métiers traditionnels pratiqués dans cette ville. Et c'est un cordonnier. Alors, regardez son air débonnaire, il est joyeux, il a le sourire aux lèvres, les bottines bien installées, évidemment, c'est un cordonnier, la bédaine bien en évidence, et puis, il se présente comme ça, en jouant du tambour. Pourquoi jouer du tambour? Parce qu'il passait comme ça, dans les rues. Et en attirant l'attention par le bruit de son tambour, la musique de son tambour, et les gens, à ce moment-là, se disaient « Ah, tiens, le cordonnier passe. J'ai quelque chose à faire, j'ai du travail à lui donner. » Et là, on descendait les trucs, on lui passait les bottes, les souliers, etc. Et puis, il faisait comme ça de la tournée. Et par la suite, les réparations, évidemment, qui étaient nécessaires. Alors donc, voilà une œuvre qui est marquante, qui est bien faite, très bien faite, et qui a l'avantage de se retrouver parmi les gens qui sont en mesure de l'apprécier et de le voir pratiquement à tous les jours. Voilà de l'art urbain, voilà de l'art urbain bien fait. Deuxième truc, un mur. Quoi de plus banal qu'un mur? Il y a des gens qui vont me dire, bah oui, c'est parce que tu ne savais pas quoi photographier. Non, parce qu'à 2 niveaux. D'abord, parce que c'est un mur, on le voit très bien, qui est très vieux. Il date depuis des siècles et des siècles. Et regardez comment il a été constitué, par des plaques de roche, bien sûr. Mais pour soutenir ces plaques de roche et pour permettre l'irrigation, on a placé des cailloux, de façon à créer cette aération-là. Et regardez bien, ça a tenu pendant des siècles. Et ça continue à tenir, même si ça a l'air comme ça à première vue bancal.
Et l'autre raison qui a attiré mon attention, c'est qu'en le prenant comme ça, en gros plan, on a l'impression que c'est presque une toile artistique, une création qui donne une impression intéressante. Voilà pour cette photo. Et puis là, vous vous dites, ben oui, mais habituellement, il y a toujours, hein, on parle d'un végétal, on parle de couleurs, etc. Ben oui, je l'ai gardé pour la fin. Cette fleur, magnifique, un beau rose, tout épanoui, n'est-ce pas? Et le rose qui se détache sur la verdure, déjà là, c'est intéressant. Vous avez deviné, vous l'avez reconnu, bien sûr, il s'agit du poinsettia, que l'on connaît surtout à la période de Noël ici, au Canada, en Amérique du Nord. Et c'est aussi, et c'est pas pour rien, qu'on l'appelle, le poinsettia, l'étoile de Noël. Elle a la forme de l'étoile, bon, l'étoile des mages et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un lien dans tout ça, ou l'étoile sur le haut du sapin. Alors c'est l'étoile fleurie, le poinsettia, qui garnit nos maisons, nos tables de réception pendant le temps des fêtes au Québec. Voilà pour les photos. Venons-en maintenant au mot d'esprit. Le mot d'esprit, habituellement, c'est pas nécessairement une très très grande idée, mais c'est quelque chose qui fait sourire. Sauf dans ce cas-ci. On garde le sourire, on espère en tout cas qu'il va provoquer un sourire, mais c'est aussi derrière ça une réflexion. Elle est de un grand dramaturge irlandais, George Bernard Shaw. Et voici ce que dit notre ami George. Je n'ai jamais admiré le courage des dompteurs d'animaux. Dans une cage, ils sont à l'abri des hommes. Intéressant encore une fois cette vision des choses-là. Ce qu'il nous dit finalement, c'est que, écoutez, très souvent on a peur des animaux, mais ce qu'on devrait redouter davantage, c'est la présence de certains humains que l'on côtoie et qui risquent d'être beaucoup plus dangereux pour nous que le sont effectivement les animaux. Donc, ce bonhomme-là je reviens au dompteur, qui s'enferme dans une cage avec un animal féroce, bon, il est capable de gérer son animal féroce. Il connaît et sait quelles sont les réactions possibles et quelles sont les mesures à faire pour s'en prémunir. Mais quand on est en dehors de la cage, quand on est dans la société, c'est pas évident, à moins d'être paranoïaque absolu, que l'on surveille tout le monde, que l'on surveille nos relations, qu'on surveille ce qu'on dit, ce qu'on entend et ce que on va faire et réagir. Voilà donc tout ce qu'il y a derrière ce mot d'esprit-là de notre ami George Bernard Shaw. Et là, je vous avais dit qu'on reviendrait sur la devinette, la réponse Québécaire, hein, une compagnie d'aviation québécoise, purement québécoise, qui a fait œuvre au Québec pendant de très, très, très nombreuses années et qui a été remplacée par la suite par Nationair, puis maintenant par Air Transat. Donc, ce qui permet aux Québécois et au Québec de continuer à être présents dans l'espace aérien pour les voyageurs. Alors voilà ce qui termine, non seulement sur la devinette, mais sur cette animation, je vous rappelle, du 13 mai 2024. Et on espère toujours, évidemment, pouvoir se revoir la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite bonne semaine et n'oubliez pas de revenir. Je serai, si Dieu le permet, présent pour vous y accueillir. Bonne journée.